Voilà. Bienvenue à tous. C'est une première pour nous aussi, donc on teste un peu ça avec vous. On envisage de faire également les comités de sélection et d'engagement sur cette forme-là. Donc on doit en discuter cet après-midi. Voilà, bienvenue et moi je laisse la parole à Thomas euh, pour avancer. Bien sûr, on s'est dit qu'on allait enregistrer ce webinaire pour pouvoir éventuellement le partager avec les autres membres et lauréats qui n'ont pas pu se connecter. Voilà, sachez que ça va être enregistré et qu'on doit le partager. Thomas, à toi. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Thomas Coutelier, je suis expert comptable associé du cabinet RSM Méditerranée. Quoi dire de plus? Un petit peu occupé ces temps-ci, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, à gérer certaines difficultés et certaines crises. Voilà, donc j'ai souhaité faire ce webinaire avec Benjamin Faure, qui est juste à côté de moi. Je ne sais pas comment vous le voyez dans l'écran en fait, mais on va partir du principe qu'il est à côté de moi. Pourquoi? Parce que Bonjour. Benjamin donc dirige l'établissement de loisirs Sport Break, qui pourra vous présenter juste après moi, et qui se retrouve en plein dans cette crise en tant qu'entrepreneur. Et donc, ça nous a paru intéressant de pouvoir vous faire un peu le côté technique expert et le côté concret entrepreneur de la gestion de ces difficultés actuelles. Benjamin, si tu veux dire un mot. Bonjour à tous. Merci en tout cas à Gilles et à Thomas pour l'intervention. En effet, si jamais il y en a qui ne connaissent pas Sport Break, on a un complexe de loisirs sur Maillargues. Donc, c'est un lieu qui est ouvert au public, environ 2000 mètres carrés, destiné aux loisirs sportifs. Et bien entendu, du coup, on est touché de plein fouet par cette crise, parce qu'on a dû fermer. On a dû fermer dès le début et on avait même déjà ressenti un petit peu les premiers effets avant la fermeture obligatoire. Donc, on témoignera du coup avec plaisir sur les mesures qu'on doit prendre pour faire face à ça. Donc pour le fonctionnement du webinaire, donc on est parti sur une durée d'1h30. On va vous faire une présentation au démarrage un peu magistrale. Et vu qu'on n'est pas trop nombreux, l'idée c'est qu'on puisse échanger par la suite pour voir comment ça fonctionne l'échange justement. Et si vous avez des questions sur la première partie de notre présentation, n'hésitez pas à nous poser les questions plutôt dans le chat. Et dans la seconde partie de la présentation, j'ai appris récemment, c'est-à-dire ce matin, qu'il y avait un bouton lever la main. Donc tous ceux qui voudront parler ou partager leur expérience ou poser des questions, il y aura on laissera la parole à tout le monde. Le but, c'est qu'on puisse en échanger et voir un peu. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour de pratique. Donc, du coup, c'est vraiment bien si on peut échanger tous ensemble. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Donc, je pense qu'on va commencer. Est-ce que tout le monde, enfin, c'est con comme question, je vous ai coupé le micro, mais je pars du principe que vous voyez tous l'écran, que ceux qui ne voient pas l'écran partagé me le disent. Hop. Et dans ce cas-là, j'en tiendrai compte ou je vous les enverrai par mail éventuellement. Sinon, on va démarrer maintenant. Voilà. Donc, à la demande de Gilles, on vous présente enfin, ça veut dire quoi gérer sa trésorerie en temps de crise? Donc, vous allez avoir les deux opinions, l'opinion du chef d'entreprise Benjamin et l'opinion de l'expert comptable moi-même. C'est bien, c'est qu'en ce moment, on n'est pas du tout confronté à une crise, donc c'est un peu hors sujet. Je pense enfin, pour moi, c'est surtout une démarche, la gestion de crise, et elle peut s'appliquer dans tous les événements, les sociétés excusez-moi, j'ai du mal à faire deux trucs en même temps. J'admets encore des gens. Voilà. Donc, gérer sa trésorerie en temps de crise, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment de la vie d'un dirigeant. Pour ceux qui sont déjà expérimentés dans ce domaine, on a tous pu à un moment donné expérimenter ces sujets de problématiques de tension sur la trésorerie. Donc, pour moi, c'est un état d'esprit et une manière de faire qui va fonctionner dans tous les cas. Et là, il s'avère qu'on est tous susceptibles d'être impacté sur notre trésorerie puisqu'on a cette crise qui arrive et qui nous a mis en confinement. Voilà, donc le sujet, c'est de vous présenter un peu l'état d'esprit idéal de mon expérience et de comment gérer une crise de trésorerie dans une société et de vous faire le retour d'expérience de Benjamin sur ça. Et dans un second temps, on vous présentera évidemment tous les dispositifs que vous avez déjà dû tous un petit peu voir, mais qu'on essaiera de représenter ou d'insister en fonction des questions que vous aurez sur les dispositifs d'aide existants actuellement. Voilà. Donc,
De mon point de vue, la gestion de la trésorerie, c'est une question de survie. Si on oublie 2 secondes la crise Covid-19 qui nous impacte tous et qui a des conséquences sur la trésorerie de toutes les entreprises, en tout cas hors pharmacie et hôpitaux, le sujet, c'est quoi? C'est que les difficultés de trésorerie, c'est un vrai problème pour 2 raisons. D'abord, parce que si j'ai plus de trésorerie, je suis mort. Je vais être très caricatural et un peu cash dans mon discours. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Les autres, sachez que je suis toujours un petit peu caricatural dans mon discours. Donc, la difficulté de trésorerie, elle pose 2 problèmes. D'abord, si j'ai plus de trésorerie, je suis mort. Donc, c'est un peu embêtant pour ma société. Et ça va assez vite quand même. J'accompagne pas mal de startups dans mon portefeuille et c'est quand même un sujet qui est quand même prédominant, la mort possible de la société. Et par ailleurs, ça demande pour le dirigeant de mobiliser beaucoup d'énergie. Ça induit un stress important et par ailleurs, ça coûte des sous. Les banques, alors je parle sous le contrôle de Carole qui ne peut pas s'exprimer mais qui est là, les clients en difficulté, ça entraîne des frais importants de la part des banques et ces frais agio, frais de dossier, etc., ça représente une manne qui n'est pas anodine. Quand on a des difficultés, on se passerait bien de ça. Voilà. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on risque de passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur le sujet et si on ne le gère pas bien, on va mourir. Donc, ce qu'on s'est dit avec Benjamin, c'est qu'à un moment donné, du coup, il faut être dans le bon état d'esprit. Et ça veut dire quoi le bon état d'esprit? C'est pas pour rien, toujours pareil, on est un peu dans la caricature, mais le bon état d'esprit, c'est Rambo. C'est que si je veux survivre, il faut que je sois à peu près prêt à tout pour survivre ou en tout cas que je sois bien, bien clair sur ce que je dois faire. Comment je vais faire pour sauver ma boîte? Et pour moi, il y a 2 éléments importants. Il faut comprendre l'impact des actions à mettre en œuvre. C'est qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire et quelles décisions je vais devoir prendre. Et il faut s'y préparer en tant que dirigeant parce que c'est un temps important, cette gestion-là. Et surtout, il y a certaines décisions, pour ceux qui les ont déjà vécues, qui ne sont pas simples. Est-ce que je me mets en redressement judiciaire? Est-ce que je licencie des personnels? Et ce n'est pas toujours évident d'avoir ce genre de réflexion et ce genre de décision. Je ne sais pas, Benjamin, est-ce que là, aujourd'hui, tu as eu des décisions difficiles à prendre pour le moment? Qui ne sont pas encore actées, mais en tout cas, oui, des réflexions difficiles. Et c'est un espèce d'arbitrage, en gros, quotidien sur, par exemple, dans les fournisseurs qui payaient en premier pour continuer à faire tourner l'activité, sur les salariés qui gardaient si jamais on doit se séparer quelques salariés. Ça, j'allais dire, c'est les 2 plus gros exemples d'arbitrage qui sont délicats à faire. Voilà. De mon expérience, souvent, les sociétés qui se pètent la figure, qui meurent, c'est souvent aussi que le dirigeant n'a pas réussi, pour tout un tas de bonnes raisons, à bien identifier, à réellement voir les difficultés qu'il avait. Alors là, c'est super, on sait tous qu'on a une grosse difficulté à gérer, donc la problématique de la clairvoyance des difficultés, elle n'est pas trop au-delà. Mais on va le voir tout à l'heure, si je ne suis pas clair sur où je suis et où je vais et que je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour réussir à me sauver ma boîte, bah, le risque, c'est que je vais profiter des aides et des prêts de trésorerie, de l'aide des banquiers qui va être forte ces temps-ci. Et ça ne sauvera pas ma boîte, ou en tout cas, si je prends les mauvaises décisions, je vais gagner du temps, mais je ne vais pas réussir à faire survivre ma structure. Donc, c'est tout l'enjeu, c'est d'être bien clair sur les décisions que je vais devoir prendre et d'avoir l'état d'esprit où il faut faire feu de tout bois, il faut être un peu machiavélique et un peu cynique, et il faut être un peu froid. Et là, l'objectif, c'est de survivre. Si je veux survivre, il y a peut-être des gens à qui je vais faire de la peine, il y a peut-être des gens que je vais froisser, il y a peut-être des gens à qui je ne vais pas dire la vérité, il y a peut-être des gens où je vais m'engager à faire des choses mais que je ne pourrais pas tenir finalement. Et donc, vaut mieux savoir à l'avance que c'est susceptible d'arriver dans ces cas-là. Et je rejoins un commentaire de Vincent Martin, justement, dans les réactions, qui parle de la gestion des fournisseurs non critiques à payer, qui eux aussi, en effet, ont besoin de ces paiements pour survivre. Je suis d'accord, justement, il y a cet arbitrage et beaucoup recommandent aussi d'essayer de jouer le jeu et de payer tous les fournisseurs qui, d'autant plus, sont le plus impactés par cette crise. Après, comme disait Thomas, il y a aussi cette partie survie à gérer pour nous et de se dire, si on paye, par exemple, certains fournisseurs ou si on ne prend pas des décisions radicales, c'est aussi toute notre société qui va couler et du coup l'ensemble des salariés qui peut couler en même temps. Donc, c'est cet arbitrage et ce juste milieu à trouver entre jouer le jeu et ne pas non plus mettre dans l'embarras certains fournisseurs et en même temps garantir la survie de notre propre société.
Tac. Ok, donc, hop. Une fois que je me suis mis en mode John Rambo, normalement, je suis à peu près clair sur les décisions difficiles que je vais devoir prendre. Donc après, il va falloir que je me calme. Et là, je vais passer en mode plus froid et plus analytique, plus calculateur, on va dire expert comptable. Il faut que je regarde précisément et froidement ma situation réelle de ma société. C'est important, précisément, froidement et réel, parce que je parle surtout des sociétés que je connais, mais les startups en particulier. Et si je ne suis pas clair sur où je vais et quelles sont les problématiques, je risque d'avoir une difficulté à un moment donné. Donc, le principal défaut pour moi des dirigeants qui se viandent, et encore une fois, ils ont tout un tas de bonnes raisons de l'avoir, ce défaut-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à regarder froidement le mur arriver. Et c'est normal. Enfin, quand j'ai le mur qui arrive, c'est rare que je le regarde froidement. Je suis plutôt en train de paniquer ou au contraire, j'ai plutôt les yeux fermés parce que j'ai peur de l'impact. Donc, toute la difficulté de cet exercice, et pour l'avoir fait avec Benjamin, c'est ce qu'il a su faire très, très, très rapidement suite à la décision de confinement du gouvernement. C'est comment est-ce que je vais survivre et quels sont les points positifs et les points négatifs que j'ai et où j'en suis réellement. C'est quoi mes dettes? C'est quoi ce que je dois payer? C'est quoi ce que j'ai payé? C'est quoi ce qu'on me doit? Et en se posant ces questions-là et en avançant sur ces sujets-là, normalement, on a de quoi faire un plan de trésorerie. Alors, le plan de trésorerie, il sert à il sert deux objectifs. Il va atteindre deux buts. D'une part, rassurer la partie finance, donc les banquiers, qui vont de toute façon, quoi qu'il arrive, vous demander un plan de trésorerie sur 3, 6 ou 12 mois. Ça va être une obligation, si vous voulez solliciter le prêt garanti par l'État dont on va parler tout à l'heure, ça va être une obligation d'expliquer votre impasse de trésorerie, donc d'expliquer quel est le souci et pourquoi vous avez besoin d'argent. Et de mon point de vue, là je parle sous le contrôle de Benjamin, le plan de trésorerie pour vous, il sert aussi de manière hebdomadaire, voire quotidienne, sur les arbitrages que vous devez faire. J'avais prévu de payer celui-là, mais celui-là ne m'a pas payé, donc qu'est-ce que je fais? Tant pis, je ne paye pas, parce que sinon ça va rupter très très vite en trésorerie. Benjamin? Oui, je confirme, ou des fois même des revirements de situation d'un fournisseur qui est très clément au début et finalement du jour au lendemain qui va nous menacer en disant bah, écoute, tant que tu n'as pas payé la facture, on arrête de te livrer, par exemple, on arrête de te livrer les boissons du jour au lendemain parce que là, tu commences à avoir une ardoise qui est un peu trop importante et du coup, ça met en péril un peu le, la, l'activité parce qu'on on peut pas fournir les prestations correctement. Donc, il y a des arbitrages, en effet, j'allais dire quasiment quotidiens à faire, en tout cas, nous, depuis le début, sur qui est-ce qu'il faut payer en premier. Donc, ce plan de trésor, c'est le média qui vous permet vraiment de ne pas vous leurrer, de ne pas vous voiler la face. On est tous pareils. Enfin, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, en tant que chef d'entreprise, je manage beaucoup mon business au senti, à l'intuition. Et là, quand j'ai des difficultés de trésorerie, le senti et l'intuition, ils sont à prendre vraiment avec précaution parce que, en théorie, ils sont moins fiables que d'habitude. Et dans les retours d'expérience que je peux avoir de mes clients, c'est souvent le cas. Donc, le plan de trésorerie, c'est un outil qui vous sert à objectiver vos difficultés, à voir les problèmes. Et là, on parle vraiment que de trésorerie. Vous pouvez en trouver facilement des modèles un peu partout sur Internet. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi l'Ordre des experts comptables qui a fait des modèles. Il y a des petits outils de type Physi qui permettent d'avoir une vision assez rapide de où j'en suis et comment je dois gérer mon truc. Mais là, on parle que de trésorerie. Je ne parle pas de rentabilité. La rentabilité, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train d'essayer de gagner plus d'argent. Je suis en train d'essayer de garder mon argent pour le dépenser sur les bons sujets pour survivre. Donc, ce plan de trésor, c'est un peu pour ceux qui ont déjà l'habitude, à mon avis, ça leur parle. C'est un peu le fil de la gestion de crise pour savoir où j'en suis et qui je peux payer ou pas. Une fois que j'ai mon état d'esprit qui va bien, là, je me suis mis en mode warrior. J'ai regardé les choses froidement. Je sais où je vais d'un point de vue analytique. Je sais que je vais rupter dans une semaine, 3 jours, 6 semaines, 2 mois, 3 mois. C'est un peu les discussions que j'ai toute la journée avec mes clients aujourd'hui. Il va falloir que je définisse une stratégie. Donc, la stratégie, pour moi, elle se goupille sur deux aspects, les dépenses et les rentrées. Je ne dis pas recettes parce que la plupart des rentrées qu'on va attendre ou qu'on va pouvoir aller chercher, elles vont être plutôt sur du financement bancaire. Donc, ce n'est pas des vrais produits, mais ça permet quand même d'avoir de l'argent et de fonctionner. Donc,
C'est mon partage, j'espère être contredit par certains d'entre vous parce que comme ça pourra permettre d'avoir une discussion intéressante là-dessus. J'ai pas vocation à avoir réponse à tout ou à savoir comment faire. C'est pas une théorie que je vous donne, c'est un retour d'expérience. Euh, les dépenses, la bonne manière de gérer les dépenses, pour moi, ça doit se faire impérativement par ordre de priorité et en fonction des capacités. C'est bête, mais si je peux pas payer, je paye pas. Et inversement, si je paye les frais postaux alors que j'ai besoin des boissons pour fonctionner, bah, j'ai pris une mauvaise décision, j'ai pas géré mon aspect prioritaire. Et normalement, si j'ai bien fait mon plan de trésorerie, je dois pouvoir gérer cet aspect-là dans le bon ordre. Alors pour moi, il y a une seule dépense critique, c'est les salaires. Pourquoi? Parce que les boîtes, en fait, quand on dit qu'une boîte va en cessation de paiement, dans 90% des cas de mon point de vue et dans mon expérience, c'est lié au fait que en fait, l'entrepreneur ne peut pas payer les salaires. On n'accepte jamais en tant que chef d'entreprise la cessation de paiement avant. Ou alors c'est qu'on a déjà l'habitude de gérer cet aspect-là et que c'est plus simple. Mais 80% des cessations de paiement qui sont déclarées au tribunal, c'est lié au fait qu'on ne peut pas payer les salaires. Je ne parle pas du salaire du dirigeant, on en reviendra pour ceux que ça intéresse, mais c'est vrai que je ne le mets pas en prioritaire dans le besoin pour la structure. Ensuite, en deux, je paye les dépenses utiles, partenaires indispensables. Donc, ce que disait un peu Benjamin tout à l'heure, effectivement, si je veux fonctionner, si je veux continuer à pouvoir assurer un service pour mes clients, il faut que je sois en capacité de le faire. Alors, pour les gens comme moi qui ont la chance de faire de la prestation de service, ça ne pose pas un gros souci, à part de payer les dépenses qui permettent de mettre ses collaborateurs dans des conditions de travail. Si je dois transformer des choses ou fabriquer des choses, bah, mécaniquement, il va falloir que je puisse payer ces partenaires-là, sinon ils vont eux aussi être en difficulté et il va y avoir un problème. Comment dire, le credo du gouvernement actuellement, c'est payer vos fournisseurs. Nous, en tant qu'experts comptables, que ce soit l'ordre ou moi à titre personnel, je vous recommande de payer vos fournisseurs partenaires. C'est important parce que ça va sûrement éviter un effet domino plus important qui serait très très néfaste pour tout le monde. Et tout le reste de mon Eric, hop. Alors, a priori, il y a Eric qui veut intervenir. Je vais vous ouvrir le micro. Ouais. J'ai eu une info à ce sujet par mon avocat qui dit que, a priori, les entreprises qui ne jouent pas le jeu et qui ne paieraient pas leurs partenaires habituels pour des motifs pas forcément très louables se verraient supprimer le PGE ou toute aide. Ça serait la sanction. Dixit mon avocat. Ça marche. Voilà. Je m'excuse par avance, je serai obligé de vous quitter un petit peu, je reviendrai après. Très bien. Donc, encore une fois, je vous donne les lignes directrices globales, générales, qui peuvent s'appliquer à toutes les situations. On verra par la suite de manière plus précise comment ça peut se goupiller dans le Covid, parce que pour moi, le Covid donne beaucoup plus d'opportunités de gérer facilement la crise qu'un exploitant. Enfin, je vais vous donner un exemple que j'ai eu, mais j'ai une start-up qui s'est mise en redressement judiciaire en janvier. Et ils n'ont pas eu tous ces moyens d'action qui sont aujourd'hui proposés pour rebondir. Et du coup, ils sont dans une difficulté plus importante actuellement que si à 2 mois près, ils auraient peut-être pu rebondir plus facilement grâce aux dispositifs qui sont mis en place par le fait de la crise. Donc, la crise Covid entraîne un stress sur la trésorerie de tout le monde, y compris la nôtre. Mais le fait est, c'est qu'on a des leviers qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. Donc, on va parler de tous ces leviers. Mais encore une fois, les leviers, s'ils sont actionnés s'ils sont actionnés dans un système, si je suis en train d'écoper un bateau, mais que le bateau continue à fuir, de toute façon, j'aurai une difficulté. Moi, j'ai quelques clients que j'accompagne où je me dis que le prêt garanti par l'État va leur servir, mais s'ils ne règlent pas la cause réelle de leur difficulté, ça ne fera que leur faire gagner du temps. Mais dans mon schéma un peu caricatural et un peu cash, la dépense critique, c'est payer les salaires. Et on verra par la suite que les salaires peuvent être pris en charge en partie par l'État. Et Roland, je vais parler des aides et des financements juste après. Et pour tout le reste, hors partenaire indispensable, tout le reste, c'est reportable par définition. Et tant pis si on est mal perçu. Ok, donc là, on rentre plus dans le vif du sujet. Donc pour tout ce qui est décalage de dépenses
lié au contexte du Covid, vous avez 3 leviers importants à actionner pour ceux que ça concerne. Donc, le report des échéances d'emprunt qui va jusqu'à 6 mois. Carole, si tu veux faire une intervention là-dessus, fais-moi, lève la main et je te laisserai parler par rapport à ça. Report des échéances des avances remboursables et les loyers. Alors, pour les échéances d'emprunt, c'est relativement simple. On est sur un schéma où ça a mis un petit peu de temps à démarrer, mais là, globalement, toutes les banques vont le faire de manière quasiment automatique ou sur demande, mais de manière très simplifiée et très simple. Il faut savoir que c'est aussi possible pour les leasers et certains contrats de location. Donc, ne pas hésiter à les solliciter vos partenaires habituels pour certains leasing que vous auriez, parce que le report serait possible pour ça aussi. On a vu quelques cas où du coup, les intérêts d'emprunt étaient un petit peu élevés, où les frais intercalaires étaient un petit peu élevés. Alors, j'en parle pas aujourd'hui parce que là encore, on est dans une survie à court terme, on n'est pas dans une survie à long terme. Ça n'empêche pas de regarder un petit peu ce que le banquier propose, mais globalement, les banquiers jouent le jeu. Et là encore, si ça me permet de survivre, le coût est une problématique future et pas une problématique présente. Voilà. Sur le report des avances remboursables, donc pour tous ceux qui ont des avances remboursables de la région ou de la BPI, sachez que de manière automatique, les avances sont reportées pour une durée qui peut aller jusqu'à 6 mois. Après, il y a le sujet un petit peu plus épineux des loyers. Emmanuel Macron a fait une demande par rapport à ça en demandant aux propriétaires de locaux professionnels, ça ne s'adresse pas aux locaux d'habitation, de suspendre ou de permettre le report des loyers. Sachez que dans ce schéma-là, ce n'est pas du tout clair le mode opératoire. Si vous allez sur les sites gouvernementaux ou les explications, ce n'est pas forcément clair, mais globalement, les propriétaires jouent le jeu également pour la bonne et simple raison que s'ils ont un crédit, ils peuvent aussi le reporter pour une durée qui va jusqu'à 6 mois, même si ce n'est pas normalement pour les immobiliers, pour les locaux professionnels, je l'ai vu faire par les banquiers. Et du coup, ça s'appuie sur une discussion et une négociation à faire entre vous, le locataire et le propriétaire. Sachez quand même qu'il y a un truc qu'on voit qu'à la fac de droit, ou en tout cas qu'on pense voir qu'à la fac de droit, qui s'appelle la force majeure. Et cette force majeure, elle permet de suspendre dans certaines conditions des contrats et des obligations entre contrats. Typiquement, la fermeture administrative tierce peut rentrer dans certaines conditions dans ce cas de force majeure. Donc, la plupart des gros bailleurs ont plutôt été dans une posture de suspendre les loyers, de reporter les loyers pour tout ce qui est foncière ou grande surface ou gros aménagements de surface de vente. C'est pas toujours le cas. Et là, du coup, le sujet, c'est comment je discute tranquillement avec mon propriétaire pour obtenir ce report. Sur mon retour d'expérience de mon portefeuille client et du cabinet RSM Méditerranée en général, les propriétaires jouent le jeu et acceptent assez bien le report du loyer. On ne parle pas de gain, on ne parle pas de cadeau, mais c'est un report à discuter après le camp du report. Voilà. Alors, Roland, je ne suis pas sûr de comprendre ta question sur la SCI intégrée, mais si tu veux, je te laisserai parler tout à l'heure et on en reparlera. On se le garde pour tout à l'heure, le sujet de détail sur la SCI, et comme ça, on pourra en reparler. Là encore, effet waouh pour moi du Covid-19. Je ne fais pas de politique, je vous le dis. Je suis expert comptable, je suis pragmatique, paranoïaque pour les risques et pragmatique pour le fonctionnement. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, autant de reports possibles dans ma vie. Et je suis pas très vieux, mais je suis pas très jeune non plus. Donc, tout ce qui est impôt direct, vous avez la capacité de le reporter, l'échéance, ou de vous faire rembourser si vous avez payé. Et tout est possible d'être reporté, à l'exception d'une chose, la TVA. Il faut bien comprendre que dans l'état d'esprit du gouvernement, la TVA n'est pas un impôt direct. Nous, en tant qu'entreprise, on est juste des collecteurs de la TVA. Donc, ils ont un petit peu du mal à étaler ou à faire des échéances de paiement sur la TVA. À partir de là, on vous recommande, nous les experts comptables, l'ordre des experts comptables, de payer la TVA quand vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, on se remet dans le mode John Rambo, et si je ne peux pas payer la TVA, je ne la paye pas. C'est que je sais que je ne peux pas la payer, donc je ne la paye pas. Il est prévu dans ces cas-là, dans un contexte normal, de pouvoir faire des demandes d'échéancier et d'étalement.
Habituellement, ils sont plutôt refusés sur la TVA, mais là, pour les quelques situations délicates que j'ai eu à gérer avec certains de mes clients, le report de TVA est plutôt accepté pour l'instant. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, ce n'est pas le discours officiel de l'Ordre des experts comptables, mais pareil, si je suis en mode John Rambo et qu'il faut que je survive, bah, à un moment donné, il va falloir que je me pose la question de payer la TVA ou pas. Et si je ne peux pas payer mes salaires, vous avez compris la réponse. Sur les charges sociales, pareil, c'est Noël en avril, en mars-avril. J'ai le report de toutes les charges, à l'exception de deux choses. Le prélèvement à la source. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le prélèvement à la source, en fait, c'est le précompte des impôts qui est prélevé pour les salariés par l'employeur et versé à l'État. Donc ça, l'État nous a dit qu'il ne fallait pas le décaler. Ce qu'on peut comprendre, c'est un impôt direct personnel. Nous, au niveau du RSM Méditerranée, donc c'est une posture de notre part, mais qui est rejointe par la plupart des organismes et par l'ordre des experts comptables également, c'est qu'on vous recommande en tant qu'employeur de quand même régler la prévoyance. Pourquoi? Parce que souvent les sommes à payer sont relativement faibles et que les risques de bugs pour la prévoyance, c'est tout ce qui est accident de travail, problème de décès, d'accidents graves de salariés. Ça serait dommage où on aurait du mal à prendre enfin, pour moi, en tant qu'employeur, j'ai du mal à prendre un risque sur ces cotisations de prévoyance. J'ai pas envie que le contrat s'interrompe. Je vois qu'il y a John qui est avec nous, je pense qu'il ne contredira pas. Et s'il veut nous faire un petit topo là-dessus tout à l'heure, ça m'intéresse aussi. Voilà, donc pour les indépendants, parce que quand même on est tous dirigeants et donc potentiellement on a aussi des charges sociales sur nos rémunérations à payer. Alors là aussi, ça se met plutôt bien en place. C'était un petit peu flou en mars encore, mais le fait est, c'est que là c'est relativement clair. Il y a au moins la moitié des caisses de cotisation des dirigeants qui ont fait des reports de manière automatique et donc qui ont fait des reports de manière quasiment automatique de leurs échéances. La CAVEC, par exemple, pour les experts comptables, ou la CIPAV pour les indépendants enfin, les indépendants type digital, ou autres, architectes, etc. Donc, pareil pour les professions libérales, la CARMF, les caisses de retraite Carpinco pour les kinés, elles se sont toutes plus ou moins mises en mode report d'échéance. Celles qui ne l'ont pas fait, vous pouvez demander de manière facilitée en général les reports. Et de la même manière pour le RSI, enfin, qui s'appelle l'URSSAF maintenant, puisque tout est au même endroit, l'URSSAF nous a informé qu'ils allaient reporter le prélèvement au 5 avril. Donc, pour ceux qui avaient des prélèvements, du coup, Benjamin, tu peux répondre à John pour lui dire d'appuyer sur le rejoindre l'audio par rapport à l'URSSAF. Du coup, le report est fait de manière quasiment automatique pour ceux qui étaient au prélèvement. Donc, pour ceux qui payaient par chèque, si c'est encore possible, normalement non, vous avez la main sur le paiement, donc vous n'êtes pas impacté. Alors, pour info, Thomas, je n'ai pas la main pour donner la parole à John. Ça marche, je vais le faire. Le message, je pense qu'il n'y a que toi qui l'as reçu, je pense. Ouais. Ok, donc en gros, a priori, j'ai un paramétrage que je n'ai pas fait correctement, John. Ah oui, mais s'il n'a pas le son, il faut mieux que je lui parle. Voilà, il ne faut pas que je lui parle, ça sert à rien. Donc, on a parlé des dépenses. Jusque-là, tout va bien. On a parlé de… Tac. Alors, pour la question de Nicolas, je la mets de côté avec celle de Roland et on en parlera tout à l'heure. C'est un bon sujet aussi, parce que là, on parle de survie, donc je ne vais pas parler de rentabilité, mais on pourra l'évoquer tout à l'heure si vous voulez, il n'y a pas de problème. Dans les dépenses aussi. Vas-y. Dans les dépenses aussi, Thomas, si je peux me permettre de rajouter, au-delà des impôts, des charges, des échéances, etc., nous, on a été chercher vraiment toutes les charges, toutes les dépenses qu'on avait mensuelles pour aller négocier avec les fournisseurs, de les reporter ou de les mettre en pause. Et on a été très agréablement surpris par beaucoup de fournisseurs. Je pense notamment à notre logiciel pour le jeu d'escalade qui nous a dit « Ok, on a une licence mensuelle à payer ». Il nous a dit on coupe en gros tant que vous êtes fermé et du coup, vous n'avez rien à payer. Dès que vous rouvrez, on vous réactive le service. Ça a été la même chose pour le logiciel de caisse où en gros, on est passé d'un abonnement d'environ 150 € par mois à 15 € par mois pour avoir accès uniquement au back-office et de ne pas avoir de caisse active. Donc, à chaque fois, ils sont vraiment… moi, je pense que de toute façon, tous leurs clients sont des restaurants, des bars ou des parcs de loisirs. Donc, ils doivent avoir la demande, à mon avis, de tout le monde. Mais ça a été en tout cas, on a fait la démarche de le faire avec toutes nos charges, toutes nos licences, etc.
Et mine de rien, ça fait pas mal d'impact sur la trésorerie parce que il y a pas de dans ces temps de crise, il n'y a pas de petites économies. Donc, même si c'est 150 euros, 200 euros, 300 euros par mois d'économiser, soit mis en pause complètement, ça c'est l'idéal, soit reporté et du coup à étaler dans les 6 prochains mois à partir de la réouverture. Oui, mais Ça a été le cas aussi pour l'eau, par exemple, enfin pour l'électricité, etc. Alors là, nous, on est chez Engie, on n'est pas chez EDF, donc c'est pas automatique comme EDF, je crois. Engie, il faut arriver à prouver et correspondre à pas mal de critères comme être inférieur ou égal à 10 salariés, avoir fait l'objet d'une interdiction administrative d'accueil du public, que l'entreprise soit bénéficiaire du fonds de solidarité, etc. Mais ça, c'est pareil, au moins, ça permet de réétaler, de le rembourser dans les 6 prochains mois, de lisser du coup, pour l'instant, le mois de mars, mais ça sera sûrement le mois d'avril aussi, de lisser sur les 6 prochains mois les créances. Oui. Bah, enfin, étant donné si on priorise par rapport à spécifique, si on fait une priorité spécifique par rapport à la crise Covid, on a l'autorisation de reporter les charges sociales et on a l'autorisation de reporter les charges fiscales directes. Donc déjà, il faut actionner impérativement ces éléments-là. Si ça suffit, tant mieux, ou il faut continuer. Soit on se met encore le couteau entre les dents et on va chercher un peu plus, soit ça suffit et on s'arrête là. Mais si ça ne suffit pas ou qu'on veut aller plus loin, ou en tout cas se laisser des options, la discussion avec les partenaires, elle est importante. Et pareil, là, on va prioriser différemment. Un petit partenaire qui ne nous met pas en difficulté, on va peut-être être OK pour lui faire un report de paiement, ce qui ne sera pas forcément le cas d'un gros qui profite de ça. Moi, j'ai vu là des pratiques un peu bizarres où des grands groupes en fait sont partis sur la renégociation du bail plutôt que sur la demande de report du loyer. Donc, il y a des psychologies de gens qui sont compliquées. Dans ces cas-là, enfin, les crises, pour moi, sont des révélateurs de comment les gens fonctionnent. Et il y a quelques pratiques qui sont intéressantes ou dérangeantes en fonction de vos valeurs. Donc, du coup, effectivement, avoir une discussion régulière avec vos partenaires pour pouvoir permettre de excusez-moi, je fais deux choses en même temps, ça marche pas bien. Pour pouvoir permettre de gérer ces paiements au bon rythme pour soi, je pense que là, c'est le mieux. Et effectivement, ça passe par une discussion pour les partenaires. Et normalement, effectivement, on est plutôt surpris par le côté bien accueilli des choses. Alors, oui, les assureurs. Nicolas me pose une question, je vais y répondre tout de suite. Du coup, j'essaie d'ouvrir le son pour John en même temps, donc du coup, c'est compliqué pour moi de faire deux trucs. Mais pour répondre à la question, oui, il y a eu beaucoup moins de sinistres. Je vais prendre l'exemple de la Maïf, où du coup, en fait, il y a eu beaucoup moins d'accidents automobiles au niveau de la route, forcément, puisqu'il y avait la gestion de crise. Et du coup, la Maïf a remboursé des indemnités d'assurance à ses sociétaires. Par contre, je pense que ce sujet d'assurance, il est à double tranchant parce que quand on regarde les assurances perte d'exploitation ou les assurances globales de risque d'exploitation, la crise qui est en train de se passer actuellement va entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjudices, à mon avis. Et ce n'est pas certain qu'il y ait une capacité des assureurs à faire tant de gestes que ça. Mais c'est un sujet où effectivement on peut discuter avec l'assureur pour obtenir des échéances de paiement de la quittance. En général, elles sont payées plutôt annuellement, mais on peut les solliciter de manière carrée sur un report éventuel. Je ne vois pas d'inconvénient à ça. Le seul risque dans leur cas, c'est qu'ils vous suspendent la couverture du risque. Et là, c'est un tout petit peu plus gênant pour l'exploitation. Voilà. Donc, à vous de voir quelles sont les dépenses critiques pour vous. Typiquement, là, j'accompagne un de mes clients qui a un stock important en termes de risque. Et il a payé son assureur, il a payé une entreprise de sécurité pour sécuriser son stock. Et il a plutôt joué là-dessus et il a coupé d'autres dépenses type nettoyage, etc. Parce que là, ce n'était pas critique et qu'il y avait possibilité avec le partenaire de le suspendre. Ok, donc on a parlé de ne pas dépenser et de
et d'éviter de sortir l'argent. Est-ce que ça marche? 2 secondes. Benjamin, toi, alors on va parler des rentrées, après je m'occuperai de John. Donc pour la stratégie, la deuxième phase de ma stratégie, alors ça peut même être la première, hein, il n'y a pas d'ordre entre rentrées et dépenses, c'est juste que plus je suis clair sur mes dépenses, mieux c'est à mon avis, c'est les rentrées. Là encore, on est sur un niveau d'opportunité important lié à la crise. Opportunité ne veut pas dire il faut en profiter, mais ça veut dire quand même on a de quoi sauver sa boîte si on arrive à dérouler les choses dans le bon ordre. Donc, pour maximiser les entrées d'argent, moi, je pars du plus facile au plus compliqué et du plus important au plus faible. Les clients qui me doivent de l'argent, s'ils me doivent de l'argent, normalement, je dois pouvoir récupérer cet argent assez facilement. Donc, c'est la priorité 1 pour moi. Normalement. Je sais que tu es d'accord C'est avec là où je moi mets un sur ce bémol sujet. parce que Ouais, le normalement, mais au final, ils sont autant en difficulté que nous et c'est pas forcément le meilleur moment pour eux non plus de payer les dettes, quoi. oui. Et j'allais dire inversement, c'est pareil pour nous. On a en effet certains fournisseurs à qui on avait des factures qui arrivent à échéance là pendant la fermeture, qui nous relancent parce que bien sûr, bah, pour eux, ça fait un impayé. Mais pour nous, c'est pareil, c'est pas le meilleur moment pour arriver à rembourser les dettes, quoi. Et pour eux, c'est pas le meilleur moment non plus pour payer nos factures. Je l'entends. Alors, c'est vraiment, ça peut être très variable. Si je me mets en gestion de crise hors Covid, j'ai plutôt intérêt à actionner ce levier-là parce que je ne vais pas avoir les autres leviers. Effectivement, dans la crise que nous traversons actuellement, il y a quand même une opportunité ou en tout cas une facilité accrue pour obtenir des financements bancaires. Et donc, c'est vrai que le numéro 2 de ma présentation peut être le numéro 1 aujourd'hui. Et on parlera après rapidement des aides diverses, chômage partiel, enfin, remboursement rapide des crédits d'impôt et les subventions éventuelles. Tac. Donc, de quoi on dispose comme outil pour faire la guerre à la problématique de trésorerie en tant qu'entrepreneur à ce jour? Donc, on a le prêt garanti par l'État, qui est quand même une sacrée manne. On parle de 300 milliards d'euros garantis à 90% par l'État et actionnés par les banques. Globalement, les banques jouent le jeu et font un job important là-dessus pour permettre l'accès rapide à ces sujets à tout le monde. Et c'est quand même, pour sauver sa boîte et passer la crise, c'est quand même une opportunité importante. Je refais un résumé rapide pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, qui auraient fait le confinement avec des bouquins et pas de radio et pas BFM. Donc, c'est 90% garanti par l'État, c'est 25% du chiffre d'affaires, donc 2018 ou 2019, mais le bilan 2018 doit pouvoir suffire, ou 2 fois la masse salariale pour certaines sociétés, ou notamment les startups ou les sociétés innovantes ou les nouvelles sociétés. Ce prêt garanti par l'État, il permet d'avoir donc cet argent-là avec un différé de 12 mois et 0,25% d'intérêt. Donc, on est sur une capacité de trésorerie qui est quand même super intéressante et qui peut permettre de faire le job. Si on prend le cas d'une boutique qui aurait obligation de fermer, donc elle est fermée depuis le 16 mars, on va dire le 17 mars, elle risque de fermer jusqu'à fin avril, donc ça fait 1 mois et demi. Donc ça veut dire qu'on a un besoin minimum, si on continue à dépenser par ailleurs, de 1 mois et demi de trésorerie. Et donc à partir de là, si j'ai 25% de chiffre d'affaires en aide, on est pas mal. On est pas mal du tout pour survivre à la crise, même si elle dure un petit peu plus longtemps. Ensuite, par rapport aux prêts garantis par l'État, il y a la BPI aussi qui fait son travail et qui propose d'aider financièrement les TPE. Donc, il y a 2 leviers, il y a le prêt à tout et le prêt rebond. Le prêt à tout s'adresse à toutes les TPE-PME. Le seul problème de ces 2 prêts à tout et rebond est qu'ils ont deux limites pour moi. 2 limites pour moi, c'est le maximum qui doit être égal au fonds propre de l'entreprise et que les entreprises en difficulté en sont exclues. Attention, pour la BPI, entreprise en difficulté, ça veut dire perte supérieure à la moitié des capitaux propres. Et donc, par exemple, typiquement sur mon portefeuille startup, il n'y en a pas beaucoup qui ont la perte, qui ont pas cette situation-là, justement. Et donc, de fait, les prêts BPI sont plutôt bien ficelés, notamment le prêt rebond qui permet un différé de remboursement de 24 mois avec un taux de 0% parce que c'est subventionné par la région. Mais le fait est, c'est que j'ai cette limite de fonds propres qui va me pénaliser assez rapidement si j'ai déjà eu des difficultés avant. Et donc, Carole me dit en off que les 0,25, ce n'est pas la rémunération de la banque. Merci pour cette précision. C'est une cotisation qui est prise par la BPI par rapport à ce besoin de différer.
J'ai tout bon, Carole? Cool. Donc, si j'ai pris les choses dans le bon ordre, j'ai été chercher un prêt garanti par l'État ou un prêt de financement, ce qui normalement est impossible dans la vraie vie. Donc là, j'ai mes 25% ou mes 2 fois de masse salariale sur mon compte bancaire ou en tout cas disponible pour mes dépenses. J'ai d'autres schémas que je peux actionner qui ont une portée moindre, mais quand même. Pour ceux qui peuvent le justifier et pour ceux qui auront les capacités qui sont vraiment impactés par ça, vous avez la possibilité d'avoir recours au chômage partiel. Donc, on est encore sur un schéma compliqué aujourd'hui dans la mise en œuvre. Nous, notre pôle social transpire depuis 2 semaines là-dessus et c'est pas simple. Mais le fait est, c'est que une fois que ça marche et que c'est OK, c'est 70% du salaire brut qui est versé aux salariés. Donc, l'employeur, en fait, fait le réceptacle du pôle emploi, paye le salarié l'équivalent du chômage et se fait payer cet équivalent par le pôle emploi et par la directe. On ne sait pas exactement les délais. On parle d'un mois et demi, 2 mois de différence entre le moment où je paye et le moment où je reçois. Ça risque d'être un petit peu long. Donc, si j'ai le prêt garanti par l'État par ailleurs, bah, tout va bien, je peux tenir. Si j'ai fait que le chômage partiel, je risque d'avoir un décalage qu'il faudra que j'anticipe. Si vous ne maintenez pas le salaire en tant qu'employeur, c'est-à-dire que vous ne maintenez pas le salaire normal de vos salariés, ça vous coûte quasiment 0 € puisqu'il n'y a pas de charge sociale sur ces sommes-là. Donc, si je suis toujours pareil, un commerce qui est fermé, bah, mon salarié que je paye d'habitude, c'est le Pôle emploi qui le paye le temps que je le remette en selle. Ce chômage partiel peut durer jusqu'à 6 mois et ils parlent même de le prolonger à 12 pour certaines personnes. Alors, j'en vois qui prennent des photos. Vous inquiétez pas, si vous voulez, je pourrais vous faire passer le slide par la suite. Pour info, je confirme, en effet, nous, on a eu un quota d'heures du coup à utiliser pour le chômage partiel pour toute l'équipe. Aujourd'hui, en tout cas, on a l'autorisation de l'utiliser jusqu'au 14 septembre. Donc, ça ferait, on a fait en fonction de la date de réouverture, on va réintégrer progressivement du coup des salariés, certains à 100%, d'autres peut-être à 50%. Mais sinon, on aurait le droit, en gros, en termes de quota d'heures, de mettre toute l'équipe jusqu'au 14 septembre à temps partiel. Oui. Alors, le montage de la demande de chômage partiel, elle est stratégique. Donc, il faut que vous dépensiez un petit peu de temps, vous, en tant qu'employeur, si vous voulez avoir recours au chômage partiel, parce qu'elle est vraiment stratégique. Nous, on avait un objectif de 0 rejet au niveau du cabinet. On pense qu'on va y arriver, mais on n'est pas encore sûr. Et donc, il y a vraiment un petit travail de, comment dire, si je monte un dossier de financement, bah, j'ai envie d'être convaincant. Bah, pour le chômage partiel, c'est un peu pareil. Si je veux que la directe me dise oui, ils vont dire oui à tout le monde, hein. C'est à peu près ce qui s'est dit depuis 2-3 jours. Le fait est, c'est qu'ils ne s'interdisent pas de faire des contrôles après. Donc, notre recommandation en tant que RSM Méditerranée, c'est de vraiment bien expliquer, vraiment bien détailler le pourquoi on fait la demande pour pouvoir justifier derrière qu'on est de bonne foi et pas pâtir d'éventuels contrôles. Pour certains cas que j'ai pu voir passer extérieurs ou de clients qui ont fait leur demande tout seuls, ils ont fait leur demande en disant bah, c'est parce qu'il y a le coronavirus. Ce n'est pas forcément une raison suffisante dans les textes qui nous ont été présentés. Donc, il y a vraiment un petit travail d'argumentation à faire de manière objective. Et ça tombe bien, j'ai fait mon plan de trésor, je sais où je vais. Je sais que mon magasin est fermé, donc j'ai pas mal d'éléments pour expliquer, pour faire ma demande de chômage partiel dans des bonnes conditions, ou en tout cas dans des conditions sécures pour moi en tant qu'employeur pour la suite. Parce que sinon, si je dois rendre les sous qu'on m'a donné tout de suite, ça va être un problème. Donc, Roland pose une question par rapport au prêt pour les garanties éventuelles demandées par les organismes. En fait, c'est un crédit, notamment le prêt garanti par l'État, qui est qui est assuré à 90% par l'État. Donc, du coup, le risque pour la banque, il est de 10%. Et donc, sur les premiers cas que j'ai déjà traités la semaine dernière, il n'y a pas de demande spécifique par rapport aux garanties, justement. Donc, on est plutôt sur un schéma. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. On fait une demande de crédit. On a besoin de donner quasiment rien. La réponse est oui tout de suite. On va sur la BPI obtenir un numéro. On donne le numéro à la banque et c'est fait. Je pense que pour la banque, Carole nous fera peut-être un petit retour tout à l'heure, mais je pense que pour les banquiers, ça doit être une période qui est un peu compliquée en termes de traitement d'informations. Mais de mon point de vue, ça marche super bien et c'est très, très, très rapide et efficace pour le coup. Donc, le chômage partiel, ça m'a permis d'être serein pour le paiement de mes salaires. Ça tombe bien, on avait identifié que c'était une dépense critique. Ensuite, je vais passer plus rapidement là-dessus, mais pour ceux que ça intéresse personnellement, sachez que ça existe aussi. Donc, il y a des aides de l'État et des aides de la région.
Alors pourquoi ça m'intéresse moins? Parce qu'on parle de 1500 euros. Alors ça peut être une somme importante en fonction de la taille des structures et de la taille des sociétés. Le fait est, c'est que si je fais l'aide des 1500 euros avant le prêt garanti par l'État, pour moi, je me trompe de bataille parce que c'est pas ces 1500 euros qui vont me sauver, alors que le chômage partiel et le prêt garanti par l'État, eux le peuvent. Donc, je fais une exception avec mes professions libérales, kinés, médecins, etc., pour qui, eux, c'est un enjeu fort, c'est 1500 euros. Mais si je suis un employeur et que j'ai des salariés et que j'ai dû fermer mon magasin, mon commerce ou mon usine, les 1500 euros, ça ne doit pas peser lourd dans mon schéma. Donc, vous avez même le droit de dire, à mon avis, dans votre plan de trésor, je ne vais pas les chercher, ce n'est pas la peine. Sachant qu'ils sont capés de toute façon à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc ça ne s'adresse qu'à vraiment la TPE qu'il faut soutenir et concrètement, de mon point de vue, pour financer la rémunération du dirigeant pendant la période difficile. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est uniquement prévu pour le mois de mars. Il est possible, là, par rapport aux premières communications de Bruno Le Maire, que ça soit reconduit en avril, mais on n'a pas de décision officielle là-dessus. Pour la région, pour les entreprises en grande difficulté, pour toutes les sociétés qui auront été éligibles à l'aide d'État, donc là, ça peut commencer à valoir le coup de coupler les deux. Pour les sociétés en grande difficulté, vous avez capacité d'aller chercher une aide de 2 000 euros supplémentaires. Alors attention, les critères sont assez stricts. C'est avoir bénéficié de l'aide d'État, avoir au moins un salarié et avoir une impossibilité matérielle de régler les dettes à 30 jours. Donc là encore, c'est bien si on a fait le plan de trésorerie. Et, ce qui est quand même une condition un peu embêtante pour moi, on n'a pas de prêt de trésorerie accordé. Donc concrètement, ça s'adresse à la TPE qui n'a pas réussi à avoir le prêt garanti par l'État, mais qui a quand même des salariés. Donc, je vous recommande, si vous êtes concerné par cette situation, d'aller sur le site de la région. Il est très, très bien fait. Ils ont fait une note de synthèse d'une dizaine de pages avec toutes les explications, y compris sur le monde associatif, comment accéder aux aides quand on est une association, etc. La région Occitanie a fait un gros boulot sur ce site. Je vous recommande d'y aller si vous avez besoin d'infos là-dessus. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Et donc, pour ceux qui ont des questions et qui sont habitués à Zoom, vous avez la possibilité de lever la main. Et moi, j'ai la possibilité de vous ouvrir le micro pour ceux qui veulent communiquer. Carole, tu veux faire une petite intervention peut-être pour nous donner ton expérience et ton retour en tant que banque? Il y a Roland qui voudrait intervenir, je pense. Ouais. Ah, je ne le vois pas, Roland, tu le vois toi? Il a mis un commentaire. Alors, je n'arrive pas à voir les commentaires. Je les ai virés tout à l'heure et du coup, je ne les vois plus. C'est très, très énervant. Hop. Car il y a Carole qui se connecte. Je vais laisser la parole à Carole parce que j'aimerais bien avoir sa vision en tant que banque. Ça m'intéresse beaucoup et dans la foulée, je donne la parole à Roland. Si ça ne marche pas, Carole, je verrai pour passer la parole à Roland d'abord. Roland, si tu veux parler, du coup, en attendant que Carole soit fonctionnelle, on t'écoute. Oui, vous m'entendez? Je pense. Très bien. Vous m'entendez? Oui, Oui. oui. Ok. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Thomas, merci Benjamin déjà à ce moment-là du web. J'ai 3 questions et pour le dynamisme de la réunion, Thomas, tu peux répondre très très vite. Je pense qu'il n'y a pas de nécessité de s'étendre. Bon, la première question, c'était l'histoire de la SCI intégrée. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a certaines sociétés qui ont une SCI en leur sein. Okay, donc, ils se font probablement un paiement de loyer en interne. Okay, oui, donc, oui. est-ce qu'il y a possibilité d'arrêter ces paiements sans risque, on va dire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelles sont tes recommandations sur le meilleur emploi possible d'une trésorerie disponible aujourd'hui? Il y a une société qui a de la trésorerie. Quelle est ta recommandation? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Okay, je présume ne pas la toucher, mais tu vas nous dire. Okay. Puis ma troisième question, c'est qu'on parle beaucoup de report d'échéance, d'une manière générale. Et je voudrais savoir quelle est ta recommandation sur les projections à faire pour les années à venir, c'est-à-dire 2021, et comment intégrer tous ces reports d'échéance pour ne pas avoir de surprise un peu plus loin sur la route. Oui.
Alors, première question. Effectivement, je n'ai pas évoqué ce cas, mais il y a le cas que nous, on a au cabinet, c'est qu'on est à la fois locataire et propriétaire. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je recommande? Bah, c'est relativement simple. C'est qu'en fait, vous allez voir le banquier pour qu'il vous fasse le report des échéances de 6 mois sur la partie foncière, propriétaire, et vous payez ou pas le loyer, donc plutôt pas du coup. Vous payez pas le loyer des échéances en cours et puis on verra le moment venu. Par rapport à une question qui avait été posée par Nicolas, du coup je rebondis, c'est qu'effectivement dans le bilan des SCI ça va peser puisque je vais continuer pour ceux qui sont familiers avec cet aspect-là à amortir le bien. Donc je vais avoir un bilan dégradé puisque j'aurai des loyers en moins sur l'année en cours qui se seront reportés. Donc, si je suis, en fonction de mon régime fiscal, ça peut avoir un impact assez fort sur le résultat des sociétés détenant l'immobilier. Donc, si c'est le cas, effectivement, il y aura une mauvaise année 2020. Ils n'ont pas prévu de règles spécifiques comptables ou fiscales pour pallier cette présentation. Et à la limite, ça, c'est la réalité économique. C'est la vie. Pour ça, ça ne s'adresse qu'aux sociétés transparentes type SCI à l'impôt sur le revenu, puisqu'en fait, pour les autres, on constatera la créance et donc on constatera les dettes que les locataires nous doivent, mais on ne constatera pas de perte de loyer dans un premier temps. Donc l'impact sera moindre si les sociétés ne sont pas transparentes. Nicolas, j'espère que j'ai répondu à ta question. La deuxième question, Roland, tu peux me la rappeler du coup? C'est le meilleur emploi de la trésorerie disponible. Ouais. Alors, c'est un bon sujet parce que moi, c'est ce que je répète toute la journée à mes clients. Il y en a pas mal qui me disent, mais moi, en fait, j'ai le trésor de guerre pour tenir. Je n'ai pas vraiment besoin d'aller chercher des sous supplémentaires. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Ça, c'est en fonction de sa capacité de survie et de ses valeurs morales. C'est très personnel. Moi, mon conseil, c'est qu'il faudrait idéalement qu'on sorte d'une crise sans avoir impacté ses noisettes et sans avoir impacté la trésorerie de guerre qu'on a accumulée par avant. Donc, je n'ai pas de scrupule en tant qu'expert comptable à recommander à mes clients qui auraient de la trésorerie d'aller quand même chercher le prêt garanti par l'État pour sécuriser le truc. Pourquoi? Parce que si je me mets encore une fois en mode John Rambo, je ne sais pas combien de temps la crise va durer. On ne peut pas présager du temps que ça va prendre. Si ça prend 3 mois et qu'effectivement, si ça prend 3 mois et qu'effectivement je sors, j'aurais pas impacté ma trésor ou très peu, et donc du coup, je serais plutôt tranquille par rapport à ça. Si au contraire, ça dure 6 mois, 9 mois, 12 mois dans mon activité à moi personnelle, parce que j'avais plein de trucs, des dysfonctionnements ou des problèmes que je n'avais pas identifiés, je trouverais ça dommage de ne pas avoir été chercher les aides, enfin le prêt. On parle de 300 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, la semaine dernière, il y a 10 milliards de demandes de financement qui ont été acceptées. Et on est au début, ça tâtonne, ce n'est pas fluide encore. Donc, on peut s'attendre à ce que la poche des 300 milliards baisse vite. Sur le papier, vous avez jusqu'au 31 décembre pour demander ces aides, ces crédits. Le fait est, c'est que premier arrivé, premier servi. Donc, si je veux ne pas utiliser ma trésorerie mes réserves à moi pour éventuellement pouvoir rebondir par la suite, moi, je valide ce raisonnement-là. Après, si on part dans l'autre schéma, parce que j'ai eu aussi des questions de patrons un peu plus roublards, est-ce que cet argent, je peux le placer par ailleurs et que ça me rapporte des sous? Bon, la réponse est non. Il y a des dispositifs anti-abus qui ont été fixés. D'une part, je ne peux pas rembourser d'autres crédits avec cet argent. Je ne peux pas me servir de cet argent pour rembourser des crédits que j'aurais déjà. Et d'autre part, je peux pas, quand je fais la demande de prêt garanti par l'État, en tant que dirigeant, j'atteste sur l'honneur que je ne vais pas utiliser cet argent pour des fins de placement et spéculatif. Donc, il faut que je sois conscient que cet argent va servir pour mon exploitation et uniquement pour mon exploitation. Est-ce que c'était ça ta question, Roland, ou c'était les sociétés qui ont une trésorerie excédentaire, qu'est-ce qu'elles font dans la crise? Non, c'était très bien, c'était l'emploi. Ok. Et puis donc, le dernier volet de ma question, toujours lié à ça, c'est tous ces reports d'échéance. Ok. Comment on simule, j'allais dire, l'année à venir, parce qu'au bout d'un moment, on va bien être obligé de les rembourser, ces choses-là. Donc, Complètement d'accord. C'est un vrai sujet et c'est un sujet sur lequel je ne sais pas répondre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore sorti de la crise. On avait dit que tout serait reporté pour le mois de mars. Et au final, là, tout va être reporté pour mars et avril. Donc, du coup, je suis un peu. Donc, pour l'instant, on est en gestion de crise quotidienne. Donc, pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas. Mais effectivement, si on me demande un plan de trésor à 12 mois, je suis un petit peu embêté pour avoir une vision à 12 mois. Donc, moi, mon conseil, c'est que vous positionnez les remboursements à la fin de l'année pour avoir votre prévisionnel de 12 mois
avec le remboursement des échéances à la fin de l'année. Et comme ça, vous voyez ce qui se passe. Ça peut être intéressant de savoir si ça passera ou pas. Et vraisemblablement, je pense qu'il y aura des étalements supplémentaires. Par exemple, les grosses foncières, là, j'ai vu passer des éléments d'information sur les grosses foncières de supermarchés, de centres commerciaux et d'espaces de vente. Et eux, ils sont plutôt sur un report des loyers jusqu'à 2021. Ça veut dire qu'ils font la suspension des loyers pour mars-avril et ils demanderont l'apurement des loyers sur l'année 2021. L'URSSAF, ils ont déjà dit que, je parle de l'URSSAF indépendant, ils ont dit pas grave, on vous suspend les 2 échéances, mars-avril du coup, et par la suite, sur les prochaines, on les réétablira. Donc pour l'URSSAF, par exemple, c'est un étalement à partir du moment où ça reprend le prélèvement. Pour les reports d'échéance à 6 mois, bah là, c'est relativement clair, ça s'arrête et ça repart. Et dans la plupart des cas, c'est plutôt les banquiers sont plutôt à proposer des demandes d'allongement du crédit. Donc, on perd 6 mois dans notre vie par la suite, mais par contre, sur le moment, ça ne nous impacte pas directement. Et sur les reports fiscaux et sociaux, on n'a pas encore d'indication sur la méthode qu'ils souhaitent employer pour l'apurement des dettes. On ne peut pas exclure, à mon avis, qu'à un moment donné, ils fassent cadeau de ces sommes, mais là, c'est pas du tout un avis, c'est une intuition, mais qu'il faudra voir. C'est qu'à un moment donné, tout cet argent reporté, je ne suis pas certain que les boîtes puissent vraiment le payer, surtout si on a une grosse crise financière. Donc, je ne sais pas comment on pourrait avoir un système de report assez long, voire un cadeau dans certaines conditions. Mais j'en sais rien du tout. J'avais une question, Thomas, sur les amortissements des IMO qui continuent et donc gréver les résultats de l'exercice. Alors, je crois que dans ma tête, j'ai répondu à cette question. Sur la première question de Roland, si ce n'est pas le cas, je peux re-répondre. Vas-y, Benjamin, tu as le micro. C'était juste pour appuyer du coup la dernière question de Roland, que je partage vraiment entièrement sur j'allais dire sur l'inquiétude de rembourser un jour quand même toutes ces échéances, aides, crédits, étalement. Parce qu'en effet, c'est pas, comme tu disais au début, c'est pas non plus des cadeaux. Le cadeau, c'est de le différer, mais il faudra bien le rembourser un jour. Donc là, en gros, les 2-3 mois de loyer qui seront suspendus, il faudra les rembourser. Le crédit, il faudra le rembourser. Les charges fournisseurs, il faudra les rembourser. Donc le plus important, en tout cas, nous, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est d'essayer d'anticiper comment verrouiller, comment fermer les robinets et réduire d'autres charges pour arriver à placer du coup ces remboursements-là. Parce qu'on ne peut pas dire à partir de janvier 2021, on fera 20% de chiffre d'affaires en plus, ça c'est pas vrai. J'aimerais bien, mais bon, on ne peut pas le garantir à la banque en tout cas. Oui. Et donc du coup, ce qu'il faut travailler, c'est comment réduire d'autres charges pour arriver à intégrer du coup tous ces remboursements. Donc peut-être baisse de charges salariales, baisse de loyer, baisse de dépenses, allongement du crédit. Ça c'est aussi une discussion qu'on a en ce moment avec la banque, de dire on avait un crédit sur 7 ans, on avait déjà remboursé 3 ans, on repart sur 7 ans pour réduire les mensualités. Voilà, toutes ces charges du coup allégées pour bien prendre en compte le remboursement, parce que sinon en effet ça va faire beaucoup de charges à rembourser. Et la difficulté, finalement, la crise, elle ne sera pas impactée là dans les 6 prochains mois, mais elle commencera en janvier 2021 quand il faudra commencer à rembourser tout ça. Oui. Donc je partage entièrement l'inquiétude de Roland, qui est en tout cas pour nous la principale inquiétude. Il y a 3 cas, et je vais en profiter pour répondre à la question de Paul. Donc les sociétés qui sont déjà aujourd'hui en procédure collective, elles n'ont pas accès à tout ce qu'on est en train de parler là, puisqu'elles sont déjà considérées comme entreprises en difficulté. En tout cas pour la BPI notamment, et je pense que pour le prêt garanti par l'État, c'est la même chose. Donc celles qui sont déjà en procédure de redressement judiciaire, liquidation, elles sont en train de mourir, mais celles qui sont en procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde auront de fait pas accès à ces éléments-là, donc elles doivent prendre le raisonnement John Rambo sans l'effet Covid. Donc ça va être plus compliqué pour elles, à mon avis. Pour celles qui sont actuellement pas considérées comme en difficulté ou pas en procédure collective, il y a 2 catégories qui se dessinent. Celles qui ont une baisse d'activité, mais qui ont un chiffre d'affaires ou une rentabilité qui va leur permettre de vite rebondir et vite purger leur report. Et là, on parle de 12 mois pour ces boîtes-là. Et de l'autre côté, sur les plus petits commerces ou les TPE ou les boîtes qui étaient déjà avec des rentabilités moindres, là, effectivement, j'ai pas de boule de cristal et je pense que la sortie de crise va être un vrai sujet. Donc, pour l'instant, on en est à la survie. C'était le sujet d'aujourd'hui, c'était comment je survis. Mais effectivement, demain, il va falloir que je me préoccupe et que je garde dans un coin de ma tête que j'ai un report sur le dos et que ce report,
il va falloir que je le purge avec mon chiffre d'affaires courant. Et typiquement, les restaurants, on considère que les restaurants vont perdre du chiffre d'affaires, puisque tout ce qui ne s'est pas consommé en restauration, ils ne le récupéreront pas par la suite. Ils vont juste au mieux remettre l'activité qu'ils avaient avant. Donc, je rejoins Benjamin par rapport à ça, c'est qu'il y a une vraie question et une vraie réflexion à avoir sur son plan de trésor, mais aussi du coup sur son modèle économique éventuellement si ce n'est pas suffisant, pour trouver des leviers qui vont permettre de sortir par le haut de cette situation. Pour le coup, il y aura de la casse et ceux qui survivront pour moi et qui auront la capacité de rebond, donc survivre, ça veut dire payer, ne pas mourir, c'est bête, mais il faut le redire. Ça veut dire pouvoir tenir le temps qui va bien et ça veut dire avoir des capacités de rebond pour pouvoir refaire venir le client rapidement chez soi. Ceux-là, ils auront sûrement des opportunités s'ils arrivent à reprendre la bonne dynamique. Les autres, ils auront des gros soucis et effectivement, ils ne passeront pas l'obstacle des reports. Parce que pour l'instant, on ne parle pas de cadeaux, on parle juste de reports. Et donc, effectivement, à un moment donné, il faut regarder le truc froidement dans le plan de trésor en disant est-ce que je vais être capable, après, une fois que je serai revenu dans des conditions normales d'activité, d'apurer ces sommes-là. Et si la réponse est non, c'est intéressant parce qu'on a encore du temps devant nous pour le régler. Et il faut effectivement, comme disait Benjamin, aller chercher les dépenses qui étaient superflues, s'il y en a, la renégociation ou le rééchelonnement des dettes ou un crédit de trésor, transformer le prêt garanti par l'État en intégrant dans ce prêt garanti par l'État le fait qu'il va falloir purger les reports et les dettes et le mettre sur une plus longue durée. Le prêt garanti par l'État, il peut aller jusqu'à 5 ans en amortissable. Donc, si ça me sert à payer mes dettes fiscales et sociales, c'est dommage, mais en même temps, je peux réétaler du coup la charge de ces dettes sur 5 ans. Et donc, ça me permet peut-être de voir venir, si je suis une TPE, un petit peu juste en rentabilité. Je crois qu'Eric avait levé la main. Je vais lui... Hop. Eric, normalement, tu as le micro ouvert. D'accord. Donc, non. Hop. Pas de message d'Eric. Qui a une question ou qui veut faire un commentaire sur... Ah, c'était là, je me suis trompé. Tac. Vas-y, Vincent, c'est bon. Ouais, bonjour à tous. Désolé, je suis arrivé un tout petit peu en retard tout à l'heure. Déjà, un énorme merci pour l'organisation et tout ce que tu as raconté avec Benjamin, c'est super. Trois points rapides. Le premier, j'arrivais tout juste dans la conversation tout à l'heure, vraiment sur les questions de paiement des fournisseurs. Il faut vraiment faire gaffe à ça et avoir conscience qu'on est quelque part responsable aussi de l'ensemble des systèmes. Et si on ne paye pas correctement les fournisseurs, même s'ils ne sont pas critiques pour nous-mêmes, ça peut causer des dégâts collatéraux et ça ne sera pas une bonne chose. Ça me rappelle un petit peu, j'ai fait 3 jours de service militaire quand j'étais jeune, 3 jours seulement, mais j'ai appris une chose, c'est que quand on est devant, on est responsable de s'assurer que celui qui est derrière est toujours en train de suivre. C'est un petit peu ça. Deuxième remarque, quand tu as parlé des reports d'échéance au niveau des banques et pourquoi pas des organismes auprès desquels on loue des matériels, des choses, j'ai envoyé en direct un mail à la boîte auprès de laquelle je fais ma location longue durée de voiture, une voiture en LDD sur 36 mois. Et le gars m'a rappelé 2 minutes après, c'est pour ça que j'étais au téléphone juste un moment, en me disant ouais, il n'y a pas de souci, on va le faire, clac, clac, clac. Ils m'ont dit les bonnes relations, ça permet de faire des bonnes affaires au sens propre du terme. Et ça, il faut vraiment le compter. Et puis, troisième point, mais ça a déjà été dit, mais ça me paraît hyper important, c'est certes, il y a un panel de dispositifs financiers absolument incroyable qui a été mobilisé au niveau de l'État, de la BPI et de la région, et on est plutôt gâté en région Occitanie. Encore faut-il être lucide sur le niveau d'engagement des prêts pour préparer l'avenir. Et la question va être dans les semaines qui viennent, où placer le curseur sur les prêts qu'on met en œuvre pour être capable de les rembourser quand il viendra le jour de les rembourser. Parce que ce ne sera pas open bar. Tout paraît accessible aujourd'hui, ou presque, mais encore faut-il ne pas trop emprunter pour ne pas obérer ses capacités de remboursement dans les mois et quelques années à venir. Je suis complètement d'accord. La facilité relative apparente ne doit pas donner de l'euphorie dans la gestion de la crise. Ce n'est pas parce que c'est facile que ça va permettre de… moi, j'ai eu des demandes de mes clients qui m'ont dit bah, « Tiens, ça tombe bien, je vais en profiter pour faire des travaux. J'ai 20 000 balles de travaux à faire dans mon local, je vais en profiter, etc. » Si c'est critique et si c'est impératif pour ton rebond, pourquoi pas, mais sinon, pourquoi tu vas aller dépenser cet argent maintenant? Parce que derrière, il va falloir que tu le rembourses, tu as déjà des dettes seniors en place, etc. etc. Fais attention.
Et je suis complètement d'accord avec ça. Il faut le raisonner très, très, très large aujourd'hui pour sauver la boîte, mais garder quand même dans un coin de la tête que derrière, il va falloir rembourser le crédit ou payer les échéances et les reports. L'action que Benjamin a mis en œuvre aujourd'hui et dans laquelle j'essaie de lui donner des informations utiles. Et il faut se poser à un moment donné la question de comment je vais faire pour régler cette dette. Et si je suis déjà beaucoup endetté par ailleurs, ben, peut-être qu'il va falloir que j'essaye de faire sens, ça sera peut-être mieux. Et puisque je ne pourrai pas rembourser mes dettes avec ce prêt-là. Donc du coup, et on risque d'avoir des... Merci Carole pour la remarque, je voulais justement faire un aparté là-dessus. On risque d'avoir des surprises sur les taux. Les taux du prêt garanti par l'État vont comprendre des frais qui seront liés à la BPI et donc seront peut-être pas super intéressants ou pas super sexy. Donc j'aurai un report d'échéance, j'aurai un report qui sera financé par un crédit qui par ailleurs va me générer des annuités d'emprunt à rembourser et un taux d'intérêt là-dessus qui sera peut-être pas super sexy. Je serai encore en vie, je serai un peu deg de payer des intérêts d'emprunt, mais je serai encore en vie. Mais si je peux éviter ou si je peux, pour moi, le schéma idéal, c'est de profiter du prêt garanti par l'État sur la période de différé et, si possible, le rembourser avant la fin, en ayant un plan de traitement qui permette de sortir rapidement du système des reports. Mais ça, c'est le monde idéal et ça, chacun, en fonction de son point de chute ou son point d'arrivée, doit évaluer le truc. Jérémy, tu voudrais faire un commentaire sur ta situation par rapport à la crise? Tu me mets en message si tu veux et je continue à parler en attendant. Donc, du coup, il faut garder en tête qu'à un moment donné, je vais devoir faire tourner ma boîte normalement. Et donc, si le normalement ne me permet pas de… Enfin, j'ai quelques banquiers qui m'ont sollicité pour me demander la CAF de des boîtes pour savoir s'ils pouvaient rembourser le prêt garanti par l'État. Alors, pour moi, ce n'est pas trop le sujet, c'est un peu de la surqualité aujourd'hui. Mais la question, elle a le mérite de se poser quand même, c'est que si je n'ai pas suffisamment de trésor à la fin pour rembourser mes crédits, de toute façon, je ne m'en sortirai pas. Donc, toute l'énergie que je vais dépenser cette année pour rester vivant, je serai quand même mort d'ici 12 mois et c'est un peu dommage. Et l'idée, vraiment, c'est de rester vivant le plus possible. Vas-y, Roland. On t'écoute, Roland. Bon, ok. Oui, j'ai juste une autre question. Tout à l'heure, tu parlais dans les premiers slides de faire des plans de trésorerie à 3 mois, 6 mois, voire 12 mois. Et je voulais savoir, sur la base de ton expérience ou des premiers retours que tu peux avoir eus avec tes différents clients, quelles seraient les recommandations que tu donnerais pour simuler les reprises d'activité? Alors moi, je suis super parano là-dessus, mais vraiment, pour moi, le prévisionnel, enfin que nous on a fait au cabinet, mais que j'applique, que je recommande à tous mes clients, c'est de le faire sur 6 mois de difficulté. Donc, si je suis capable de tenir 6 mois avec des conditions très dégradées, alors nous on n'a pas complètement stoppé l'activité, donc mes 6 mois à moi, ils sont peut-être un peu lourds pour un commerce qui a été obligé de fermer, mais pour un commerce, je compte au minimum 3 mois de suspension de recettes. Ok. Je fais la remarque que effectivement, le mieux, c'est de partir sur un chiffre d'affaires à zéro jusqu'en juin 2020 et voir comment ça se passe. Là, on est dans le réel, on ne se voile pas la face. Et du coup, on voit à peu près là où ça va poser difficulté. Donc, je pense qu'on peut, dans le plan de trésor, moi, je partirais sur une gestion de crise, des conditions très dégradées jusqu'en juin et une reprise par la suite. Benjamin? Ouais, nous, on est parti en effet sur une reprise de l'activité. Alors, pour l'instant, hein, parce qu'on n'a aucune idée de quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir. On a eu des premiers articles encore hier soir, ce matin, sur le déconfinement en Italie, en plusieurs étapes progressives. Pour nous, qui étant un établissement recevant du public, en plus en quantité, bien sûr, on sera limité sur la capacité d'accueil. Et on sera aussi également les derniers à pouvoir ouvrir. On est parti sur une réouverture début juin et sur un redémarrage finalement aussi lent qu'à la création de l'entreprise, quoi. Donc avec juillet, août, septembre assez lent et du coup jusqu'à la fin de l'année et un chiffre d'affaires même sur les premiers mois de 2021 qui sera impacté étant donné qu'on est, j'allais dire quand même dans le secteur tertiaire des services qui ne sont pas forcément obligatoires pour les entreprises de venir faire des team building séminaires et qui seront peut-être impactés du coup dans les premières charges à réduire, même si bien sûr faudra remobiliser les équipes, venir faire des réunions, etc. Et on essaiera bien sûr
mettre ça en avant, mais je pense qu'on sera, on sera impacté, donc potentiellement sur plus que 6 mois même. Mais on part sur une croissance, du coup, un redémarrage aussi lent qu'à la création de l'entreprise, presque. Un peu plus rapide parce qu'on a aujourd'hui, on connaît les outils du coup pour faire de l'acquisition de clients, pour faire du trafic, pour aller faire de la pub. On a plus de notoriété bien sûr que quand on a créé au début. Donc on pourra réactiver plus rapidement, mais voilà, pour faire un prévisionnel pessimiste, on est parti sur un peu ce démarrage-là. C'est ce que disait Benjamin quand on a préparé ce webinaire, c'est que finalement, il faut peut-être se mettre dans l'état d'esprit que je recrée une boîte, quoi. Je repars de zéro et je décide à quel moment je repars de zéro. Alors, c'est un peu radical, mais si je tiens sur ce scénario-là, normalement, ça devrait bien se passer pour la suite. Et effectivement, pour les contacts clients, etc., enfin, ça, il y a déjà eu, je crois, au niveau de Réseau Entreprendre, des webinaires par rapport à la situation actuelle. Il y a déjà, il faut garder le contact avec son client et il faut se mettre en capacité de pouvoir garder le contact avec son client. Et là, ça tombe bien. Je pense que vous l'avez tous vu par rapport à la communication que j'avais faite sur Réseau Entreprendre, mais il y a Google. Merci à JWeb pour ces conseils-là, mais il y a Google qui préconise, qui va faire des grosses actions pour permettre aux TPE d'avoir des crédits de communication et des crédits d'AdWords et de communication sur Internet offerts ou à bas coût. Et dans le schéma qu'ils ont prévu, ça commence en juin. Donc, je ne sais pas pourquoi ils partent sur juin, mais c'est intéressant. Et si ça repart réellement en juin et que pendant 3 mois, j'ai tenu le cap, je suis plutôt pas mal à mon avis et que ça tient dans mon plan de trésor, je suis plutôt pas mal. Si ça tient pas, ça veut dire que j'ai probablement pas suffisamment de noisettes pour tenir. Oui, Roland. Et une autre question, Thomas, sur un des éléments de la trésor. Et peut-être que ça ne s'adresse pas à la communauté qui est en ligne aujourd'hui, mais je suis sûr que pour Réseau, ça peut s'adresser à certains. Qu'est-ce que tu conseilles en termes d'évaluation des stocks? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des stocks consommables avec des durées de vie limitées ou des choses comme ça. Donc, quel type de travail on peut faire sur les stocks pour cleaner un peu les choses et peut-être améliorer son niveau de stock, quoi, entre guillemets. Alors là, c'est un peu compliqué parce que ça dépend, enfin, c'est un peu la même chose que le redémarrage, ça dépend vraiment de la typologie d'activité. Moi, j'ai des clients qui travaillent sur un secteur qui est assez spécifique où, en fait, malgré la fermeture, ils sont sollicités par leurs clients. Donc, ils n'ont pas pris le risque d'ouvrir les magasins. Mais par contre, ils sont vraiment sollicités. Donc, le planning de reprise, il est déjà bien calé. Et en plus, ça s'adresse plutôt à des enfants. Donc, à partir du moment, si jamais l'école ne reprend pas, mais que le confinement s'arrête, ils vont avoir un chiffre d'affaires jackpot dès le départ. Et donc, forcément, ça va repartir. Pour le stock, c'est un peu la même logique. Les quelques clients restaurateurs que j'accompagne, ils ont soit donné, soit essayé de faire de la vente à emporter rapidement pour pouvoir purger ce stock et gérer ce stock. Dans les faits, sur les boîtes industrielles ou avec du stock électronique ou de matière, pour ceux que je connais dans mon portefeuille, soit ils l'auront tout bouffé parce que les approvisionnements ne sont pas forcément simples, surtout sur des matières à transformer, soit ils vont de toute façon s'arrêter, ils ne pourront pas travailler dessus et effectivement, il risque d'y avoir pas mal de pertes sur le stock. Okay. Jérémy, si tu es prêt, je t'ouvre le… Ah, pardon Eric, allez-y. Oui, excusez-moi, je suis revenu. Comme je vous l'avais dit, j'avais été obligé de m'absenter un petit peu. J'ai une question. Je ne sais pas si ça a été abordé peut-être pendant mon absence. Désolé au cas où. Vous savez que l'État nous incite et puis de toute façon, il y va aussi de notre morale perso, l'État nous invite à jouer le jeu, à être solidaire. En ce qui me concerne, j'ai été un peu outré sur Perpignan à l'annonce que les Restaurants du Cœur avaient été pour la 2e fois cambriolés, 800 kilos de nourriture volée au début du confinement. Et j'ai offert 2 prestations au Resto du Cœur, toute une remise en état d'un système sur un des locals et la création d'un système qui n'existait pas du tout de sécurité sur un autre bâtiment. Kida me parlait par rapport à ça, je pourrais… bon, j'ai pas fait pour ça parce que de toute façon j'y perdrais, mais je garde les éléments comptables pour le déduire, bien sûr, comme si on n'était pas en période de confinement, quoi.
Ah oui, enfin, les règles de mécénat, c'est-à-dire tu as ton souhait d'aider une association d'intérêt public. Si tu ne te fais pas payer pour cette aide que tu procures, elle a une possibilité de te faire bénéficier d'une réduction d'impôt sur ton impôt. Voilà, ouais. Donc effectivement, oui. Mais c'est Histoire de jouer le jeu, mais de pouvoir récupérer une petite partie comme normalement on a possibilité de le faire en cas normal. Donc, oui, ok. oui, ça, il n'y a rien qu'à changer. Et ils ont pas comme avec Notre-Dame, prévu de faire des aides ou des réductions d'impôts supplémentaires, mais par contre, le dispositif classique fonctionne. D'accord. Le sujet, c'est que j'ai certaines boîtes qui sont en arrêt d'activité et qui se retrouvent avec certes des dépenses en moins, mais aussi des dépenses en plus par rapport à de la préservation ou à de la sécurisation de locaux. Et c'est vraiment un sujet compliqué. J'ai Oui. un client qui bosse dans la sécurité et entre les problématiques de faire bosser ces bonhommes à la sécurité et de répondre aux besoins supplémentaires de certains clients, c'est problème de riche, hein, il continue à bosser, mais c'est très très compliqué pour lui aussi. Et Ouais. même lui, la perte d'activité, enfin le surcroît d'activité lui permet pas de purger toute la perte. Et c'est quand même des nœuds à la tête en termes d'organisation. Moi, c'est un peu mon cas, c'est-à-dire que je facture très très peu en ce moment. Je fais que du maintien, du SAV, des urgences et autres. Et le plus gros chiffre que j'ai fait pendant le confinement, je l'ai offert le plus gros chantier, je l'ai offert, quoi. Voilà. Non, mais c'est exact. Ça risque pas d'éveiller des soupçons ou des louches ou tout ça, non? Non, non, fou là, non. D'accord. Ok. Merci. Est-ce qu'il y avait encore des questions? Jérémy, je t'ouvre le micro si tu veux donner ton cas, qui est un peu J'ai spécial. peut-être encore aussi une question, je suis encore désolé s'il avait été posé. Comme beaucoup d'entreprises, j'ai deux banques. La demande pour le prêt, pour le PGE, prêt garanti par l'État, est-ce qu'on peut faire la demande d'études à ces deux banques et prendre et la prendre la plus avantageuse? Alors, sur le papier, il n'y a rien qui t'interdit de le faire, c'est pas un problème, c'est juste que de toute façon, tu es limité à 25% du chiffre d'affaires. Oui, Voilà. Et normalement, les conditions seront identiques d'une banque à l'autre, hein, au moins pour la période de différé. Et la fixation du taux interviendra qu'au moment où le prêt devient amortissable, s'il doit le devenir. Donc, du coup, pour moi, ça peut être utile de les mettre en concurrence pour voir qui est le plus réactif et le plus efficace, mais les conditions de financement seront les mêmes, globalement. et le montant sera le même aussi? Ah bah de toute façon, c'est si tu en as réellement besoin et que ton plan de trésorerie l'explique par A plus B, c'est plafonné à 25% du chiffre d'affaires, hein. Donc, de D'accord. toute façon, et attention par contre à pas faire de surqualité ou parce qu'il y a dans le process pour demander les aides, j'ai un préaccord de la banque, je demande l'attestation de la BPI. J'ai peur qu'en demandant deux attestations pour deux organismes différents, ça puisse faire des bugs qui soient préjudiciables pour D'accord. l'argent vite. Donc il faut quand même être prudent Ok. par. Ok, Benjamin, merci. vas-y. Après, est-ce que la seule différence, justement, pour répondre à Eric, entre deux banques, ça peut pas être le montant accepté, parce que la banque peut accepter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, mais c'est jusqu'à 25%. Ou Oui. peut-être qu'une banque va accepter 15% et l'autre va accepter 25%, et c'est ça qui pourra faire la différence. Tout à fait. Ce que j'ai vu quand même déjà, c'est que sur les gros montants, pour certains de mes gros clients avec des grosses pertes d'activité, en fait, les banques, elles font comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elles font un partage de risque et un partage du crédit sur des Celui-là, tu peux le partager aussi, celui-là. Ouais, sur un financement, là, j'ai eu un financement supérieur à 1,5 million et les banques, elles ont fait moite-moite par rapport à ce qu'elles font d'habitude quand elles financent ce client, quoi. Donc, ça peut valoir le coup que je fasse la double demande alors? Bon, ouais, ouais. Après, à contrario, moi j'ai eu des cas où en fait il y a des clients qui sont pas satisfaits de leur banque et qui me disent mais viens, on va en avoir une nouvelle pour avoir le prêt garanti par l'État. Et bon, Carole est plus là, elle pourra pas me contredire, mais je pense qu'elle me contredirait pas. C'est que les nouveaux clients sont pas tellement, enfin les banques n'ont pas vraiment le temps d'accueillir les nouveaux clients. Donc se servir du prêt garanti par l'État pour tester un nouveau banquier, ça me paraît un peu risqué pour la gestion de la trésor de la boîte. Donc, je vous recommande d'aller plutôt sur le financeur classique et éventuellement, si vous en avez plusieurs, de leur poser la même question à tous, mais les conditions de financement seront les mêmes. C'est juste l'interlocuteur et le traitement de l'opération qui sera plus simple. Moi, je te dis ça parce que la semaine dernière, j'ai discuté avec mon banquier que je considère un petit peu plus banque d'affaires, qui est la banque Courtois. Et il m'a dit, oui, Eric, d'accord, mais au niveau de tes flux,
tu ne passes que 30% de tes flux chez nous. Donc, on ne pourra peut-être pas t'accompagner de façon aussi importante que tu le souhaites par rapport à ce montant. Oui. Bah ça, c'est tout l'enjeu du truc. C'est que, effectivement, si j'ai deux banques et que j'en ai une avec qui je travaille plus que l'autre va vouloir tirer un peu la couverture à elle ou en tout cas prendre le risque qui correspond à son flux. C'est de bonne guerre et ils sont pas. D'accord. Je vais faire la demande à la deuxième banque alors. Ils ne sont pas excessivement rémunérés de ce que j'ai compris pour ce travail-là. Donc, ce n'est pas bénévole, mais ce n'est pas non plus super bien rémunéré. Et en contrepartie, ils ont suspendu toute leur demande de crédit classique quasiment. Et donc, ils vont être un peu en difficulté, à mon avis, sur la production de tout cet aspect-là. Donc, je pense qu'il faut raisonner comme on fait d'habitude et demander aux banquiers habituels. Voilà. Au singulier ou au pluriel en fonction des situations de chacun. D'accord, merci. Roland? Vous m'entendez? Vas-y. Oui, Thomas, dans un des premiers slides, tu as dit que dans cette période de survie, il y avait des décisions difficiles à prendre, Oui. Et en particulier des éventualités de licenciement. Oui. La question que je voudrais poser, c'est alors c'est une question de droit social, je l'admets, mais est-ce que tu as des recommandations à donner aux gens pour ne pas se tromper dans la procédure, dans les conditions actuelles? Je te remercie de me poser cette question parce que j'avais oublié d'en parler. Effectivement, c'est un sujet sensible. Alors, pour moi, actuellement, licencier quelqu'un, c'est compliqué à justifier. Mais y a rien sur le papier, il n'y a rien qui me l'interdit. L'Espagne a interdit les licenciements pendant la crise. L'État a quand même émis des signaux forts en disant « Hey les gars, on vous aide à fond, donc jouez le jeu ». Et il y a une raison objective aussi, c'est que si j'ai plus d'activité ou que le bonhomme, je ne peux plus l'occuper, j'ai quand même la capacité de mettre en chômage partiel cette personne. Donc, à partir du moment où je l'ai mis en chômage partiel, elle ne me coûte plus grand-chose. Donc, licencier quelqu'un alors que j'ai la possibilité de le mettre en chômage partiel, ça me paraît un peu raide. Sauf si j'ai des raisons personnelles ou des motifs personnels liés à la personne et que du coup, je déconnecte en fait complètement du contexte. Moi, j'ai des clients qui ont des ruptures conventionnelles qui se sont démarrées avant le confinement et qui se sont terminées après le confinement. Et dans ce schéma-là, typiquement, ça ne me pose pas tellement de difficultés. C'est normal, c'est le jeu et il n'y a pas de problème. Un licenciement pour faute dans un contexte Covid, ça me paraîtrait un tout petit peu plus compliqué si j'ai un prud'homme à justifier le motif parce que le salarié aurait tout un tas d'arguments objectifs et fondés à soulever. Type droit de retrait, hygiène non respectée ou des choses comme ça. Donc, si je suis employeur, je vais peut-être chercher à éviter un prud'homme, je vais peut-être chercher à éviter un licenciement pendant le Covid. Mais à contrario, si j'ai des réactions inappropriées ou des comportements qui ne vont pas ou de type frauduleux vis-à-vis de mes salariés, je ne peux pas non plus me complètement fermer les yeux et ne pas licencier pendant ce cas-là. Je n'ai pas eu de cas qui me sont remontés de mes clients, mais du vol dans un stock ou dans une pharmacie, du vol de masque ou ce genre de choses. En tant qu'employeur, même si c'est la crise Covid, je ne peux pas le mettre de côté. Par contre, le licenciement économique, là, moi, je serais employeur, n'y allez pas, quoi. Le licenciement économique, je ne recommande pas. En période Covid, ça me paraît tendu. Ou alors, justement, Thomas, si je peux me permettre de réintervenir, je comprends toutes les argumentations sur les fautes lourdes et je les partage complètement. Ma question, c'était surtout, il faut faire attention dans la procédure et dans l'enchaînement de la procédure de licenciement dans les temps actuels, parce que je présume que si un salarié est en chômage partiel, il ne faut pas démarrer une procédure de licenciement pendant qu'il est encore couvert par le chômage partiel. Donc, il faut bien borner tout ça, si je puis dire. Oui, non, mais le droit social, en tant qu'employeur, on sait qu'on marche tout le temps sur des œufs et qu'il faut être ultra vigilant, voire parano. Moi, quand je traite un licenciement au niveau du cabinet, on est plutôt en mode parano qu'en mode tranquille. Et là, je rajoute une difficulté au truc parce que j'ai un contexte spécifique sur lequel je peux être vite perçu dans le cadre d'un prud'homme comme un patron voyou ou un patron malhonnête parce que j'aurais donné l'impression de profiter d'un contexte. Donc, je ne recommande pas effectivement de bouger de manière agressive pendant cette période. Et hors faute lourde et faute très très importante. Mais effectivement, quelqu'un qui est en chômage partiel, par définition, ne travaille pas. Donc, pour le convoquer à un entretien ou un entretien préalable au licenciement ou ce genre de choses, mécaniquement, il y a des difficultés. Donc, le chômage partiel, pour moi, suspend les procédures éventuelles. Et sinon, c'est qu'il y a un problème de fond et que la personne travaille encore. Parce que sinon, c'est que je ne vois pas comment le salarié en chômage partiel peut entraîner par son action un motif de licenciement suffisant pour être relativement zen en cas de prud'homme.
Après, c'est pareil, hein, si je suis en mode survie de crise importante, il va peut-être falloir que je rogne un peu sur ça et que je prenne un risque de prud'homme éventuel pour pouvoir me soulager d'une dépense immédiate, même si c'est même si c'est que pour une raison de trésorerie. La raison de trésorerie peut suffire pour moi en étant clair, par contre, sur le risque prud'homme futur, quoi. Merci, c'est une question difficile, mais parce que nous, on est là pour sauvegarder et augmenter l'emploi, mais Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est des choses qui mais peuvent arriver. enfin, pour rebondir sur une note plus positive et pour parler de mon expérience personnelle, la crise actuelle, nous, a plutôt boosté l'efficacité et l'investissement de nos équipes. Et dans les clients avec qui j'ai pu échanger, c'est plutôt partout comme ça, c'est-à-dire que les équipes sont plutôt boostées et plutôt très investies, même quand il n'y a plus d'activité. Elles sont quand même présentes et dynamiques. Et donc, attention à ne pas casser cette dynamique-là, parce que de toute façon, c'est quelque chose de très positif. Et j'ai pas, encore une fois, je ne sais pas si c'est lié au contexte, mais on a très très peu de demandes de licenciement ou très très peu de mails, ne serait-ce que de demandes d'avertissement ou de choses comme ça pendant cette période. Donc, je ne sais pas si c'est dû au fait que les salariés sont chez eux et à l'arrêt, ou si c'est parce que tout le monde se serre les coudes, ce qui est quand même la tendance actuellement. Mais le fait est, c'est que je n'ai pas tellement eu de sujet à gérer de ce type. Hors procédure déjà engagée. Oui, Eric. Ouais, petite info, si ça vaut le coup de le faire circuler. Je suis au tribunal de commerce de Perpignan. Et pour information, il y a une cellule qui est ouverte pour les chefs d'entreprise qui auraient certaines questions, certaines inquiétudes, voire même mal-être et tout ça au niveau de l'attention, pour avoir des conseils pertinents sur aussi comment aborder la crise, si vraiment cette crise devait ou risquait de déboucher sur des issues malheureusement assez fortes et regrettables, quoi. Donc la cellule est ouverte, elle est gratuite. Il suffit simplement de prendre contact auprès du tribunal de commerce de Perpignan et d'en faire la demande. Voilà. Il y a même un suivi avec les psychologues et tout ça, hein, pour information. Parce qu'on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, mais il y aura. En tout cas, on est persuadé d'une chose, c'est qu'il y aura des conséquences pour certains. Ah oui, non, c'est évident. Voilà. C'était juste une info. Super. On arrive bientôt à la fin, peut-être Thomas, non? Ouais, je pense qu'on va arrêter là. Désolé pour Jérémy, du coup, je te coupe le micro. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire réalisé en gestion de crise. Parce que ce soit Gilles Benjamin ou moi, on a un temps limité à consacrer à ce genre de choses. Mais j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose. Et de toute façon, Gilles mettra en ligne l'enregistrement et le slide dans la foulée de de la réunion. Voilà. Sachant que, attention, je vous le dis à tous, c'est quand même important, c'est que ça change tous les jours. Donc attention, ce qui est écrit là aujourd'hui, datez-le, mettez une date sur le document parce que ça va changer Ouais. toutes les 5 minutes. Enfin, ça Ça change tous les jours. Ouais. Voilà, pour le cas de l'aide de l'État, j'ai une collaboratrice qui s'en est occupée. Elle a fait un travail important dessus et 2 heures après, Bruno Le Maire a changé quelques critères, donc on a refait le travail. Donc soyez vigilants, prenez avec précaution toutes les infos chiffrées et les données aide parce qu'elles peuvent être modifiées assez fréquemment. Voilà. Bonne journée à tous et merci d'avoir assisté à cette présentation. Merci à tous, merci Thomas.